On y est, l'épisode 2 de l'attaque des Titans est sorti, et cette fois-ci c'est un peu moins spectaculaire. On infiltre le côté marre en tant que spectateur, on découvre les choses de l'intérieur, d'informations nouvelles, et j'aimerais partager tout cela avec vous. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Écoutez, comme tous les dimanches, on est là pour faire le débrief de l'épisode de l'attaque des Titans, juste après la sortie de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et à exploser le bouton j'aime. Pétez-moi ce bouton j'aime pour aider la chaîne à se développer parce que vraiment YouTube ne nous met pas du tout en avant. Alors, on commence avec ce rassemblement militaire, tout le monde la tête levée vers le ciel, un titan qui vole. Bizarre. En tout cas, oui, on découvre le sosie de Mads Mikkelsen. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve vraiment, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et pour moi, ce personnage, il est intéressant parce qu'il évoque ces dirigeants militaires qui sont complètement détachés des conflits. Les réalités humaines, les réalités matérielles, pour eux, c'est très très loin. Ça se limite simplement à une course aux richesses, une course au territoire, et puis c'est tout. Et on le voit, le mec, il n'est pas du tout concerné par ce conflit, hein, il esquisse très peu d'émotions. Ça me fait penser à certains personnages qui ont réellement existé, hein. Peut-être que ce sont des références, notamment Heinrich Himmler. Faites le test sur Google, tapez son nom, c'est le chef de la SS lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était ce genre de personnage, le mec visitait les camps de concentration et il n'avait aucune émotion. Pas du tout concerné par les prisonniers à sa droite, à sa gauche. Et c'est un petit peu ce que je retrouve avec ces personnages de l'armée Marr. Il y a beaucoup de gens très froids, pas du tout concernés par les Eldiens notamment, par leurs adversaires et toutes les pertes qu'ils occasionnent. Alors, l'Empire Marr, encore une fois, comme l'Empire nazi, a plutôt une logique expansionniste, c'est-à-dire qu'il cherche à se développer, à agrandir ses terres en colonisant les pays frontaliers, en les envahissant. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, et c'est la suggestion de Gic qui dit, ben oui, on a beaucoup de colonies, et il faut aller encore plus loin, il faut envahir Paradis. L'île du Paradis, c'est notre seul moyen pour faire face aux autres nations qui sont beaucoup plus avancées que nous d'un point de vue technologique. Donc, d'un point de vue sur la narration, sur le récit, on nous annonce qu'un conflit est inévitable entre Paradis et entre Marr, et on va y avoir droit prochainement au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. L'opening, encore une fois, qui est excellent. Je tenais à revenir sur une chose, vraiment. J'ai été surpris de l'engouement qu'il y a autour de cette saison finale, c'est incroyable, je m'y attendais pas et j'ai jamais vu ça. Des gens sur les réseaux sociaux, dans la rue, j'ai vu des lycéens en train de regarder l'épisode. Vraiment, je suis super content parce que j'aime beaucoup cette série et elle le mérite vraiment. Selon moi, peut-être que vous comprendrez pas ces mots-là, mais peut-être par la suite, mais selon moi, cette série, le développement qu'il y a dans cet animé, pourra aider des gens à devenir meilleurs. Et ça, on le développera au fur et à mesure. Alors, on va parler de Gic, qu'on a vu déjà, hein, qui a fait cette proposition lors de la réunion, et qu'on découvre aussi dans ce début de reprise d'épisode, avec Cordo. Il est très mystérieux, Gic, parce que déjà, dans la saison 3, lorsqu'on le voit dans sa forme humaine, avec Eren, il lui sous-entend qu'il n'est pas son ennemi. Donc certes, ils ont le même père, mais voilà, Gic n'est pas un ennemi. Moi, la première fois que j'ai lu ça dans les scans, j'en revenais pas, mais comment ça, t'es pas un ennemi? T'as massacré tout le bataillon d'exploration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à ne rien y comprendre. Et là, c'est encore le cas. Il reste très mystérieux. Et dans les scans, le lieutenant Magat, je ne sais pas s'il le dit dans l'animé, je crois qu'il le dit pas, il explique que voilà, tu as toujours été un personnage que je n'arrive pas à cerner. Et c'est un petit peu ce que je ressens en tant que spectateur, et ce qu'essaye de nous faire ressentir Isayama, c'est que ce personnage, on ne sait pas de quel côté il est, parce que même là, il cache un secret, c'est-à-dire qu'il a du sang royal
qui coule dans ses veines, ce qui explique le côté unique de son titan bestial. Voilà. Et là, il l'avoue pas. Cordo, même lui, n'est pas au courant, qui est censé lui succéder. Donc, on essaye d'y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mar se retournerait contre Jik s'il l'apprend? Est-ce que ça changerait des choses pour sa famille, peut-être? Voilà. Il y a plein de notions qui restent un petit peu vagues pour le moment. Mais en tout cas, ce personnage continue à faire parler. Je tenais à vous parler aussi de la mer qui est magnifique. Il y a des choses splendides dans cet épisode qui est modélisé à l'ordinateur. Par contre, il y en a d'autres qui sont, je trouve, ratés. Les déplacements de personnages. Des fois, on a des personnages qui parlent aussi, qui bougent énormément la tête, un petit peu à l'ordinateur en 3D. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a des plans à plusieurs reprises dans l'épisode qui m'ont fait un petit peu sortir de l'intrigue, qui m'ont dit oh là c'est un peu bizarre ça, qu'est-ce que c'est? Bon, par contre ça c'était magnifique, hein, les Ackerman qu'on voit, ça a été un petit peu moins développé que dans les scans et ça continue, hein, il y a des différences et même plus que dans le passé, hein, dans cette saison 4 il y a vraiment des différences entre l'animé et les scans, avec des passages qui sont raccourcis, d'autres qui sont développés, des ajouts qui n'existent absolument pas, la fin de l'épisode qui, dans les scans, n'est même pas là, qui se produit plus tard. Voilà. C'est un petit peu particulier. Là, on découvre les guerriers zeldiens avec leur brassard rouge qui les définit, qui définit ce rôle-là, très particulier, notamment Poco et Pic. On comprend qu'il y a un conflit entre Raina et Poco. On développera ça plus tard, hein, dans l'épisode suivant, j'imagine. En tout cas, pour le moment, on découvre beaucoup de personnages et ça nous aide justement à connaître les Eldiens du continent, les Mar. Tout cela, c'est très important pour l'intrigue. Alors certes, c'est un petit peu ennuyeux. Je vous avoue qu'à l'époque, lorsqu'on avait un chapitre par semaine, par mois plutôt, c'était très compliqué. Hein, vraiment, on se disait, mais le bataillon d'exploration, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, ils sont plus là. Et on se retrouve du côté Mar et ça dure un petit moment. Donc, c'est important tout ça. C'est important pour l'intrigue parce que ça rend la saison d'autant plus grandiose en apprenant à connaître le côté opposé. Et ça, ce sont des choses qui nous ont manqué lors des premières saisons, parce qu'on ne connaît pas le passé de Raina, on ne connaît pas sa vie, ce qui se passe en dehors des murs, et là, on découvre tout cela. Alors, on va avancer un petit peu, et on va aller ici. Voilà, un passage très intéressant avec Udo qui se pose des questions, des problématiques légitimes. Que va-t-il advenir des Eldiens? Parce que oui, c'est bien beau, ils font profil bas, ils prêtent allégeance à la patrie, à la patrie de Marley, mais ils sont utilisés comme des armes. Donc l'opinion publique ne va cesser d'être mauvaise à leur égard. Comment ils vont s'en sortir du coup au final? Surtout que Mar n'aura peut-être plus besoin des titans avec leur inefficacité face aux armes. Donc c'est une problématique très difficile pour un enfant d'un si jeune âge. Et ça pousse justement plus loin dans l'analyse. Ça fait réfléchir encore une fois ces groupes de personnes. À un moment, ça a été les Juifs dans l'histoire. Maintenant, c'est d'autres groupes. Il y en a pas mal. La haine d'autrui qui est nourrie par des propos, des paroles. Ici, c'est un petit peu compliqué dans l'attaque des titans parce que les Eldiens sont utilisés comme armes. Donc ça complique toute la réflexion autour. Mais dans le fond, c'est un petit peu ça, c'est la haine de l'autre qui est racontée et un petit peu l'absurdité de cette haine. Et on le voit dans cet épisode, on en reparlera tout à l'heure. On est dans le train et j'aimerais cette fois-ci m'intéresser à une autre notion. On a vu un personnage tout à l'heure je dis rien, bref, ça, pour les animés only, je développe pas. On est avec ces personnages qui font la fête, etc. Et je voulais vous parler de Raina, qui est là avec Falco, et Falco émet des doutes par rapport à la politique Mar. Il ose le dire de vive voix, et il dit, voilà, héritée du titan, Gabi va vivre jusqu'à 27 ans si c'est le cas.
Et on comprend qu'il a des sentiments pour Gabi. Donc ça le touche. Il n'a pas envie qu'elle ait une vie si limitée. Et il évoque ça avec celui qu'il considère comme un grand frère, Raina. Mais au final, il lui remonte les bretelles. Je pense que c'est pas pour rien, parce que c'est pour éviter les oreilles indiscrètes. On ne sait jamais, parce qu'il y a beaucoup d'espionnage dans ces périodes de dictature, des gens qui dénoncent. C'est une réalité. Hein. Combien de gens ont été envoyés en prison à la mort? Ici, c'est le cas. Hein. La famille de Falco pourrait être déportée tout entière juste pour cette parole-là. Donc c'est quelque chose de terrible. Et Raina essaye de lui faire prendre conscience de cela. Il le réveille. Mais dans le fond, à la fin, il lui glisse une petite phrase en lui disant « Ok, certes, tu veux sauver Gabi, tu veux l'empêcher d'avoir le titan, eh ben vas-y, essaye de le prendre. » Et c'est un petit peu ce qu'il nous raconte dans sa façon d'aborder les choses. On ne sait pas s'il est complètement avec Mar, complètement, s'il est avec les Eldiens ou pas. Ça me fait penser à 1984, les deux personnages, O'Brien et Winston. C'est un petit peu la même logique qui est racontée pour ceux qui connaissent le bouquin de George Orwell. Dans ces périodes-là, tu ne sais pas à qui te confier. Tu ne sais pas si l'autre est de ton avis. Est-ce qu'on pourrait te dénoncer ou pas? C'est très très compliqué. Imaginez-vous le truc. Et c'est une période de dictature où on nous impose la pensée unique, la propagande est au-dessus de toutes les idées, et on ne peut évoquer rien d'autre. C'est terrible pour nous, à notre époque où on évoque souvent la liberté d'expression, etc. Dans ces moments très sombres de l'histoire, c'est tout autre. Et ne serait-ce que des gens qui veulent sortir de la tyrannie, peut-être ces Indiens par exemple, qui voudraient s'organiser pour que leur peuple sorte de l'esclavage et ait une vie normale, ben même cela c'est très périlleux, parce que ça équivaut à essayer de trouver des alliés, et on ne sait jamais qui peut être un allié potentiel ou pas. Alors, on voit des encouragements, hein, beaucoup d'encouragements pour Gabi dans cet épisode, notamment avec le repas qu'on voit un peu plus tard, le repas de famille. C'est assez malsain, on va en reparler, mais on voit aussi le cœur, encore une fois, de Falco, qui aide ces soldats traumatisés. Et c'est bien qu'Isayama parle de cette réalité-là. La guerre, c'est pas que Call of Duty derrière un écran et puis c'est tout. Là, ce sont des gens qui rentrent traumatisés. Hein, vous le voyez très souvent dans des reportages, etc. Par exemple, les soldats américains, hein, à l'étranger qui rentrent chez eux, certains qui sont traumatisés à vie. C'est une réalité de ces conflits-là. Et d'ailleurs, on voit à un moment un soldat qui se suicide dans l'épisode. Et je vous avoue que j'ai fait lecture arrière à plusieurs reprises parce que je ne comprenais pas de qui il s'agissait. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un ajout, ça aussi. En tout cas, voilà, c'est une période très difficile. Et on le voit pour Raina, il est victime de nombreux traumatismes. On l'a vu lors des saisons précédentes, et ça va être encore le cas aujourd'hui, ça va être développé. J'aimerais parler de ce repas de famille qui est très malsain, parce qu'on a ces gens qui se retrouvent, qui s'aiment, qui se retrouvent ensemble à table, donc c'est joyeux, etc. Il y a la pluie qui tombe derrière, ok. Il y a l'orage pour montrer qu'il y a quelque chose qui est assez sombre dans leur discussion, c'est-à-dire qu'ils évoquent la guerre, mais c'est un sujet banal. Leur fille, qui est toute jeune, qui est adolescente, va à la guerre, va hériter peut-être d'un titan et va voir son espérance de vie limitée, mais ils sont pas du tout touchés par cela. Au contraire, c'est une fierté pour eux. Vas-y, notre fille, continue, va au combat, meurs au combat. C'est un petit peu ce qu'on voit et c'est très, très, très particulier. Vraiment, dès les premiers instants, moi, ça m'a sauté aux yeux, cette réalité-là, notamment avec la mère de Raina, qui est très forte pour gober la propagande. On voit Gabi, hein, c'est un personnage qui est détesté pour ça, mais la mère de Raina aussi, elle est beaucoup dans cette vision des choses. Et j'aimerais parler de l'impact des mots. Vous savez, en communication, pour ceux qui ont étudié cette matière, il y a une chose que j'ai apprise pour ma part, c'est que lorsqu'on exprime des propos à une autre personne,
cette personne va vous entendre et lorsqu'elle va vous répéter, elle va oublier certaines informations, ça va être modifié. Par exemple, là, peut-être même que ce que je vous ai expliqué a été modifié par rapport au cours de base. C'est la réalité des mots de l'être humain qui oublie, qui modifie les propos, parfois sans faire exprès. Là, Raina, il le fait volontairement. Et il décrit les personnages de l'île, les insulaires, notamment cette scène qui est magnifique avec Potato Girl dans la première saison, Sacha qui mange cette patate et qui la partage avec comment il s'appelle, le chef instructeur. Et c'était super drôle, mais là, comme c'est raconté, ça devient glauque. Connie qui est développé comme un débile qui oublie tout le temps ce qu'il fait. Eren, le fou avec ses deux toutous. Jean qui est égoïste, etc. En gros, on se concentre que sur une partie de leur personnalité. On prend du négatif et on parle de rien d'autre. Et c'est en ça que les mots peuvent être terribles. Il est là ce passage assez mystérieux, ça dure une seconde, mais les mots ont un vrai impact. Et dans ces périodes où nous vivons en société les uns avec les autres, ça peut avoir vraiment des conséquences sur le quotidien d'autrui. Voilà. Et c'est un petit peu la haine, par exemple, qu'Hitler a développée, la haine contre les juifs. Aujourd'hui, à notre époque, on voit la haine contre les musulmans, on voit la haine contre différentes catégories de personnes. L'histoire qui se répète, et je tenais à l'évoquer, il y a beaucoup de gens qui parlent, parfois en exagérant les choses, sans savoir les choses, pour pousser la haine d'autrui. Raina, ici, c'est pas vraiment son cas. Il essaye simplement de rester au fil de l'eau, dans l'idée dominante, la propagande, pas éveiller les soupçons, donc il se contente d'avoir une description très négative, mais dans son cœur, c'est pas le cas, et c'est pour cela que ça l'a rendu si malade, je pense. Son voyage à Paradis, c'est qu'il a vu que tout ce qu'on lui a raconté était faux. Alors, on a cette réunion qui arrive plus tard, notamment dans le manga, mais là, ça arrive assez rapidement. Les guerriers qui se rassemblent pour évoquer la suite des événements, et ils sont mis sur écoute. Et ça, encore une fois, c'est terrible. Ces périodes-là, même ces guerriers-là, qui sont tous eldiens, qui partagent ce point en commun, qui sont des armes terribles, imaginez-vous, crac, ils se mordent, ils massacrent tout l'Empire Mar, là. S'ils sortent tous ensemble à la fois, ils cassent tout. C'est tout à fait possible. Mais même ça, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sur écoute. Il y a ce danger en permanence. Et peut-être, imaginez, je ne sais pas moi, Pic qui ne serait pas d'accord avec eux, qui les balancerait. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est très complexe. En tout cas, on a Poco qui évoque cette idée-là qu'il est un petit peu moins d'accord. Jic aussi, à un moment, il dit oui, il n'y a pas de supérieur Mar dans cette pièce, pas dans celle-ci. C'est un peu négatif ça. Comment ça, pas dans cette pièce, il n'y a pas de supérieur? Ça a sonné tout de suite à leurs oreilles. En tout cas, on évoque la famille Taiba. Je ne sais pas si je prononce bien comme il l'évoque dans l'animé, mais en tout cas, ça va être une famille très importante dans Shingeki no Kyojin, puisqu'elle est en possession du titan marteau. Pour ceux qui lisent les scans, vous vous en souvenez de celui-ci. Alors, encore une fois, ça annonce la suite des événements. La guerre va être annoncée. Et face au monde entier, la guerre contre Paradis Island. Et cette famille-là, qui est eldienne, qui a du sang eldien, malgré tout, elle est prise en haute estime parce qu'elle n'a jamais utilisé les titans contre les autres nations et elle a même aidé Marley à gagner la guerre. Donc, c'est une famille qu'il va falloir garder à l'esprit, qui s'est peut-être retournée contre les siens pour ses propres intérêts, on verra. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce débrief. On avait beaucoup de choses à dire et j'aurais aimé développer plus de choses, mais ça passe trop vite. On va se quitter là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode et explosez-moi le bouton de like. Allez, allez-y. Salut tout le monde, à très vite.